On dit que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui paraissent inoffensifs au premier regard. Ce n'est pas leur taille, ni leur rugissement, ni même leur regard qui trahissent leur nature véritable. C'est leur silence, leur patience, leur capacité à observer, à attendre et à frapper au moment où personne ne s'y attend. Dans une vieille station-service battue par les vents, dont le toit grinçait sous la rafale des Mistral hivernaux, nichée au creux des collines sèches et rocailleuses du nord de l'Ardèche, un groupe d'hommes pensait être à l'abri des regards. Des anciens gendarmes, officiellement à la retraite, mais qui avaient réinvesti leurs uniformes sous une autre forme. Ils géraient désormais une opération souterraine d'une brutalité méthodique. Trafic, extorsion, dissimulation. Rien de ce qui se passait ici n'était légal. Et tout le monde savait que poser des questions dans cette région, c'était prendre le risque de disparaître dans le silence d'une nuit sans lune. Ce matin-là, le ciel était couvert d'un gris uniforme, le genre de teinte terne qui faisait disparaître les contours entre le bitume et les nuages. Une lumière blanchâtre, crue, tombait sur la route départementale désertée. Seul le bourdonnement d'un vieux néon au-dessus de la pompe à essence brisée apportait un fond sonore au calme. Ils l'ont vue arriver de loin, cette femme. Elle roulait lentement sur le bas-côté, ses roues crissant à chaque caillou déplacé. Ses deux chiens avançaient à ses côtés, parfaitement alignés, sans laisse, sans hésitation. Elle s'est arrêtée devant la boutique, où les vitres étaient couvertes de poussière et les affiches promotionnelles d'un autre siècle. Elle a levé la tête, calmement, observant les alentours, comme si elle sentait quelque chose de plus profond que ce que ses yeux lui montraient. Ils l'ont immédiatement cataloguée. Une vieille en fauteuil roulant, probablement perdue ou en panne. Elle n'avait rien d'une menace. Rien ne laissait deviner, dans son attitude paisible, dans ses gestes mesurés, dans le pli de son foulard sur ses cheveux gris, qu'elle représentait le moindre danger. Ses lunettes épaisses agrandissaient ses yeux fatigués, et sa voix, lorsqu'elle a demandé si elle pouvait utiliser les toilettes, était douce, presque trop polie. L'un des hommes a ricané. Il a ouvert la porte avec ostentation, la laissant entrer comme on invite une proie dans une cage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les deux chiens qui la suivaient, silencieux, alertes, obéissaient à des ordres codés qui n'avaient jamais été enseignés aux animaux civils. Leur posture n'était pas celle d'animaux de compagnie, c'était celle de soldats. Musclés, nerveux, les oreilles mobiles, les regards vifs. Et si l'un d'eux semblait s'asseoir avec nonchalance à côté de la caisse, l'autre s'était déjà placé entre Léonie et la porte, contrôlant la trajectoire de fuite, identifiant les points d'accès. Tout était calculé, depuis leur arrivée jusqu'au moindre mouvement. Léonie Duhart. C'était son nom. Et si les journaux avaient cessé de parler d'elle depuis plus de 20 ans, dans certains cercles, militaires, diplomatiques, clandestins, il suffisait de le prononcer pour que le silence s'installe. À 72 ans, elle portait toujours les stigmates d'une autre vie. Une vie qu'elle n'avait jamais choisie, mais qu'elle avait embrassée avec la froideur nécessaire pour survivre. Elle n'avait pas toujours été en fauteuil roulant. Avant l'explosion qui avait détruit son escouade dans les montagnes afghanes, elle courait plus vite que ses recrues, tirait avec plus de précision que les jeunes hommes qu'elle formait, et pouvait cartographier un champ de mines avec une craie et un bout de ficelle. Son retour à la vie civile n'avait pas été un choix non plus. Après la mission classée Echo 19, dont le rapport final restait toujours classifié au plus haut niveau, elle avait disparu. Officiellement, elle était morte. Officieusement, elle vivait dans l'ombre, utilisée pour ses compétences par ceux qui ne figuraient jamais dans les registres, jusqu'à ce qu'elle décide de tout arrêter, de reprendre le contrôle, et de redevenir simplement une femme. Mais le passé ne meurt jamais vraiment. Et quand un ancien contact avait laissé une clé USB dans un paquet de croquettes pour chiens, elle avait compris que son silence n'avait plus d'utilité. Ses cheveux courts, argentés, encadraient un visage usé mais digne. Elle avait perdu beaucoup, des camarades, des morceaux d'elle-même, la mobilité de ses jambes, mais pas son intelligence stratégique, ni sa capacité à lire un danger dans un battement de cils. Ce qu'elle voyait, là, dans cette station-service, c'était un nid de serpents. Et elle n'avait pas fait tout ce chemin pour tourner le dos.
Sa mission n'était pas une vengeance, c'était un nettoyage, un acte chirurgical. Elle n'était pas venue pour survivre. Elle était venue pour mettre fin. Et pourtant, à les regarder, elle semblait n'être qu'une grand-mère fatiguée en route vers quelque retraite invisible. À la regarder parler, on ne pouvait deviner que la moindre variation dans son ton de voix pouvait signifier un ordre tactique codé pour ses chiens. Ses gestes étaient lents, ses mots choisis, et même son sourire. Quand elle a remercié l'homme derrière la caisse pour la clé des toilettes, respirait la douceur d'une vie marquée par les conflits. Mais elle n'était pas une retraitée perdue sur une route de campagne. Il aurait été facile de le croire. Trop facile. Avec ses épaules voûtées, son foulard noué sous le menton et les lents mouvements qu'elle faisait pour manœuvrer son fauteuil, elle donnait l'impression d'être simplement une vieille dame en route vers quelque maison de repos, peut-être venue rendre visite à une nièce ou à un cousin perdu dans les collines de l'Ardèche. Mais cette façade n'était qu'un masque soigneusement entretenu. Derrière chaque geste, chaque regard discret, chaque pause dans sa respiration, se trouvait une intention. Une évaluation, une mesure du terrain, des hommes, des dangers. Elle n'était pas une civile. Elle n'était pas non plus une retraitée ordinaire. Léonie Duhart avait été, pendant plus de 3 décennies, la plus grande instructrice de chiens de guerre que l'armée française ait jamais connue. C'est elle qui, dans l'ombre, avait façonné les meilleures unités cynophiles des forces spéciales, formant non seulement les bêtes, mais aussi les hommes capables de les comprendre, de les écouter, de les suivre dans les environnements les plus hostiles. Son nom, connu seulement dans les cercles les plus restreints du renseignement militaire, était murmuré avec respect et parfois crainte. Elle avait dirigé des unités dans les jungles épaisses d'Afrique équatoriale, là où la chaleur et l'humidité faisaient fondre les volontés les plus solides. Elle avait dormi sous des camouflages naturels au cœur du désert saharien, enseignant à ses recrues comment déplacer un chien à travers des sables mouvants sans laisser une seule empreinte. Elle avait marché dans les ruines d'Alep, à l'époque où les bombes tombaient encore, pour exfiltrer un diplomate prisonnier avec seulement 2 chiens et un commando réduit. Là où la technologie échouait, ses méthodes, elle, réussissaient. Son secret? Une compréhension viscérale de l'animal, de ses instincts, de ses capacités émotionnelles. Elle ne les dressait pas, elle les liait. Elle créait une symbiose. Ces chiens n'étaient pas des outils, ils n'étaient pas des armes, ils étaient des partenaires. Et c'est cette vision, à contre-courant des doctrines rigides et brutales qu'on imposait aux dresseurs militaires, qui avait changé toute une génération de formation. À l'époque, elle avait été critiquée, moquée, mise à l'écart par certains. Puis les résultats avaient parlé. Et quand les missions les plus sensibles, les plus risquées, les plus classifiées, avaient été confiées à ces escouades, plus personne n'avait osé douter. Son passé était marqué par le sang, les ordres codés, les silences radio et les tirs de nuit. Mais son cœur, lui, battait toujours pour ses chiens. Ce sont eux qui lui avaient sauvé la vie plus d'une fois. Ce sont eux qui avaient tiré son corps ensanglanté d'un ravin en Bosnie. Ce sont eux qui avaient senti la mine avant qu'elle n'explose sous ses roues, cette fameuse nuit où tout avait basculé. Et c'est encore eux, aujourd'hui, qui marchaient à ses côtés, avec la même loyauté, la même tension contrôlée dans chaque muscle, comme s'ils savaient que quelque chose, ici, ne tournait pas rond. Ce matin-là, elle s'était arrêtée à la station de Mazet-sur-Vallon, après avoir parcouru des kilomètres de routes sinueuses à travers les collines pierreuses et les petits hameaux figés dans le temps. Elle avait roulé toute la nuit, les essuie-glaces luttant contre les rafales de poussière et de vent, les phares découpant l'obscurité comme des lames de lumière. Elle n'avait pas mis la radio. Elle préférait le silence, ponctué seulement par le souffle régulier de ses chiens et le ronronnement vieux mais fiable de son fourgon aménagé. À l'intérieur, chaque objet avait sa place. Une caisse de transport en acier renforcé, un compartiment pour les armes verrouillé par reconnaissance biométrique et une couverture pliée dans un coin, gardienne de souvenirs qu'elle ne partageait plus avec personne. Son visage restait impassible, mais elle savait que l'adrénaline montait doucement. Elle la sentait dans sa nuque, dans le poids de ses épaules,
dans la crispation discrète de ses doigts sur les accoudoirs du fauteuil. Pas de panique, juste une anticipation calme. Comme toujours, son instinct ne la trompait pas. Elle savait, dès qu'elle avait vu les regards, les postures trop rigides, les mains trop proches des ceintures, que cette station n'était pas simplement un point d'arrêt pour routiers. Elle savait lire les visages, détecter les silences qui pèsent plus que les mots. Alors elle s'était arrêtée, non pas par faiblesse, mais par choix. Parce que cette station, ce groupe d'hommes, ce lieu rongé par la violence déguisée, faisait partie de la carte qu'elle avait reconstruite pièce par pièce depuis plusieurs mois. Des indices, des rapports fragmentaires, une vidéo floue, un cri de détresse intercepté par un contact. Tout pointait vers Mazet-sur-Vallon. Et maintenant, elle y était, en chair et en os, prête. L'aiguille de la jauge de carburant flirtant dangereusement avec le rouge. Son fourgon avait été modifié, non pas par caprice, mais par nécessité. Chaque détail avait été pensé, ajusté, testé. L'accès à bord était fluide, sans rampe encombrante, et les commandes avaient été intégrées directement au tableau de bord pour lui permettre de conduire sans quitter son fauteuil. Mais ce n'était que la surface. Ce véhicule n'était pas un simple moyen de transport. C'était un poste de commandement mobile. Sous le plancher, des caches intelligentes dissimulaient du matériel tactique, des dispositifs de brouillage, des injecteurs d'adrénaline pour chiens en mission, et même un module satellite crypté capable d'établir une liaison avec un ancien serveur militaire. Officiellement, ce genre de matériel n'existait pas. Officieusement, Léonie en possédait encore les codes. Les parois intérieures, rembourrées de Kevlar ultra fin, cachaient aussi plusieurs compartiments secrets, assez grands pour dissimuler un homme ou stocker des preuves. Rien ne laissait deviner, de l'extérieur, la véritable nature de ce fourgon. La peinture était discrète, gris pâle, sans marque. Les vitres teintées donnaient à peine sur l'intérieur. C'était un refuge, une forteresse sur roues, une bête silencieuse. Ombre et brume, ces deux Malinois n'étaient pas de simples chiens dressés à répondre à des ordres de base. Ils avaient été formés dès l'âge de 3 mois selon des protocoles développés pour les missions d'infiltration en zone rouge. Ils pouvaient détecter des explosifs à distance, pister un fugitif sur plus de 40 km, se déplacer dans l'obscurité la plus totale sans jamais aboyer et attaquer sans faire un bruit. Mais plus que tout, ils étaient capables d'évaluer une situation, d'interpréter les signaux émis par leur maîtresse et de réagir avant même qu'un ordre soit donné. Leur lien avec Léonie allait au-delà du conditionnement. Ils respiraient au même rythme qu'elle, vibraient à ses silences. Le danger, pour eux, n'était pas un concept abstrait. C'était une sensation physique. À l'arrière du fourgon, ils étaient allongés côte à côte, leurs flancs se soulevant lentement. À première vue, ils semblaient détendus, comme n'importe quel chien d'assistance bien dressé. Calmes, obéissants, dociles. Mais Léonie savait lire au-delà de cette image trompeuse. Une oreille légèrement tournée vers l'arrière, une paupière plus plissée que l'autre, une tension dans les omoplates. Autant d'indices subtils qui, pour elle, criaient l'alerte. Ils avaient flairé quelque chose de mauvais, quelque chose de profondément anormal. La vallée, en apparence figée dans une routine rurale, portait dans l'air une odeur de menace que seuls ceux qui ont connu la guerre pouvaient reconnaître. Elle inspira profondément, sa poitrine soulevant à peine le gilet thermique qu'elle portait sous sa parka. Elle ajusta ses gants. Ses doigts, raidis par les années et les cicatrices du froid, se refermèrent lentement, méthodiquement. Chaque mouvement de son corps, bien que limité, était précis, délibéré. Elle tendit la main vers le panneau latéral, et la porte coulissante du fourgon s'ouvrit dans un chuchotement presque imperceptible, guidé par un moteur électrique spécialement modifié pour ne jamais produire de bruit métallique. Elle resta un instant immobile, comme pour sentir le vent, évaluer sa direction, sa température, son message invisible. Un frisson glacial balaya la plaine, plus tranchant qu'auparavant. Le vent s'était levé, portant avec lui les poussières sèches de la route et une froideur inhabituelle pour l'heure. Mais Léonie n'avait pas l'air pressée. C'était une de ses plus grandes forces, son refus de se laisser dicter le rythme par l'urgence. Ce n'était pas de la lenteur, c'était de la maîtrise. Une forme d'autorité silencieuse.
En descendant de son fourgon, elle devint le centre d'un petit univers. Chaque détail prenait soudain une signification nouvelle. Ses chiens bondirent du véhicule en silence, se plaçant aussitôt à ses côtés. Ombre à gauche, brume à droite. Un mouvement fluide, instinctif, parfaitement chorégraphié. Pas un seul mot ne fut prononcé. Léonie n'avait pas besoin de parler. Un léger mouvement du poignet, une contraction du menton, une infime rotation de son cou, et les chiens comprenaient tout. Ils étaient une extension d'elle-même, une mémoire musculaire partagée, forgée par des années de mission, de blessures, de victoires arrachées au bord du gouffre. Elle s'avança lentement sur le gravier irrégulier, laissant les roues de son fauteuil tracer une ligne discrète derrière elle. Ses yeux, protégés par ses grosses lunettes, analysaient la scène. Le bâtiment en face d'elle, cette vieille station aux allures de vestige, avait beau sembler abandonné, il y avait de la vie à l'intérieur. Elle la sentait, et pas n'importe quelle vie. Une vie armée, une vie sur la défensive, une vie prête à frapper. À travers les vitres sales, elle aperçut les silhouettes. 4 hommes, grands, lourds. Leurs gestes étaient familiers, trop familiers. Ce n'étaient pas des amateurs. Mais ils n'étaient plus en uniforme non plus. Pas vraiment. Leurs vêtements semblaient être un patchwork d'équipements réglementaires et de vestes épaisses civiles, comme s'ils avaient voulu conserver leur autorité sans assumer leur statut. Les insignes, à moitié masqués, disaient assez. Ils avaient appartenu à quelque chose de plus grand. Et maintenant, ils se l'étaient appropriés. Les armes qu'ils portaient n'étaient pas celles de simples gardiens. Ce n'étaient pas des fusils de chasse ou des pistolets de défense. Non. C'étaient des armes de service, pendues bas, avec le relâchement de ceux qui les ont portées trop longtemps. Comme des extensions naturelles de leur propre corps, des marques du passé, une époque révolue où ils étaient craints, écoutés, suivis. Aujourd'hui, ils n'étaient plus que l'ombre d'une autorité illégitime, utilisant les vestiges de la loi pour asseoir leur règne sur un territoire oublié. Les gens du coin ne s'y trompaient pas. Ils évitaient l'endroit. Même ceux qui devaient faire le plein attendaient d'avoir franchi 2 vallées de plus. Ils disaient que l'ambiance y était étrange, qu'on y voyait toujours les mêmes têtes, qu'un regard prolongé pouvait suffire à provoquer une menace. Les rumeurs parlaient de trafic, de disparition, d'une violence feutrée. Rien n'était jamais confirmé, mais tout le monde savait, et surtout tout le monde se taisait, parce que ceux qui parlaient finissaient par regretter. Les étrangers n'en ressortaient jamais rassurés. Léonie connaissait leur genre, des hommes qui avaient porté l'uniforme avec fierté et qui, après leur retraite, avaient décidé de redéfinir la loi selon leurs propres règles. Le carillon tinta lorsqu'elle entra. La chaleur l'enveloppa, suivie par le silence. 4 paires d'yeux se braquèrent sur elle. Elle ne leur accorda qu'un hochement de tête et se dirigea lentement vers le comptoir. « Bonsoir, dit-elle, sa voix marquée par les années. L'homme derrière le comptoir, large, avec une barbe grise mal taillée et un vieux insigne de gendarme encore accroché à sa poitrine, se pencha. « Vous êtes perdue, madame ?»« Non, répondit Léonie calmement. Juste besoin d'un plein. » Un des hommes ricana. Un autre fixait les chiens, le regard dur. « Des drôles de chiens pour une vieille dame, fit-il remarquer. « Ce sont de bons garçons, répondit Léonie. Ils sont avec moi depuis longtemps. » Le plus jeune des 4, lunettes miroir même à l'intérieur, fit un pas en avant. « Ils savent attaquer? Aller chercher votre canne? Ou aboyer après les écureuils? » Les oreilles d'ombre frémirent à peine. Brume observa la main de l'homme qui descendait lentement vers sa ceinture. Léonie ne réagit pas. Elle laissa le silence s'installer. « Vous tenez ce lieu ?» demanda-t-elle. « On maintient la paix, répondit celui derrière le comptoir. « J'aime la paix, murmura Léonie. Le jeune rit, marmonna quelque chose. Ombre changea subtilement de posture, juste près. Pas agressif. Vous n'êtes pas du coin demanda le plus vieux. Non, juste de passage. Le type près du présentoir s'approcha d'un pas. Les gens ici n'aiment pas les étrangers, surtout avec des chiens nerveux. Vous devriez repartir. Léonie sortit un billet et le posa sur le comptoir. Pompe 4, s'il vous plaît. Personne ne bougea. J'aimerais mon change, dit-elle. Ghost expira doucement. Un son infime, mais il fit sursauter les 4 hommes. Rappelez vos chiens, lança le jeune. Ils n'ont pas besoin d'ordre, répondit Léonie. Ils agissent par instinct. Ombre avança d'un pas.
Léonie posa la main sur la poche intérieure de sa veste. Ses doigts effleurèrent un écusson usé, 11e division cynotechnique. Jadis, ça ne signifiait rien pour les civils. Mais certains, comme ces hommes, comprenaient. Une alerte sonore retentit dans son vent. Quelqu'un approchait. Elle n'eut pas besoin de tourner la tête. Elle savait. Quelqu'un tentait probablement de saboter le véhicule. Elle fit glisser sa rampe et se dirigea vers la pompe. Ses chiens restèrent à l'intérieur, suivant chaque mouvement avec la concentration d'une sentinelle. Dans une vieille cahute près de la station, un vieil homme observait la scène derrière une vitre sale. Marcel Letellier dirigeait cette station depuis 1984. Il avait vu passer de tout, mais cette femme-là, elle n'était pas une inconnue pour lui. Quand elle passa, il activa le vieux haut-parleur. « Loin de tout, hein, madame ?» Léonie hocha la tête. « Mieux vaut faire le plein avant de tomber en panne. » Il sourit. « Vous avez servi, pas vrai ?» Elle sourit à peine. Il comprit. Le sol vibra soudainement. Pas des motos de touristes, pas un semi-remorque. C'était un grondement grave, lourd, méthodique. Des véhicules arrivaient. 4 SUV noirs marqués gendarmerie départementale de Monts-et-Lacs s'arrêtèrent autour de la station. Ce secteur n'était pourtant pas sous leur juridiction. Léonie tourna légèrement son fauteuil, les épaules relâchées, prête. À l'intérieur du vent, les chiens se figèrent. Une immobilité totale. L'attente d'un ordre silencieux. Un des hommes sortit du SUV. Commandant Réal. Un ancien militaire, lui aussi. Un visage dur, un regard d'homme qui savait ce qu'il faisait. Il s'approcha. « Mon adjoint va jeter un œil dans le vent, d'accord ?»« Non, pas sans mandat. Et ceci n'est pas votre juridiction. » Réal sourit d'un air mauvais. « Quand on cache quelque chose, on devient nerveux. »« Vous projetez, » dit Léonie. « Vous imaginez des secrets partout. » Un autre homme tenta d'ouvrir la porte du vent. Il n'eut pas le temps. Un grondement sourd monta de l'intérieur. Pas un aboiement, un avertissement primitif. Il recula immédiatement. « Je ne toucherai plus cette poignée, » dit Léonie. « Il n'aime pas les menaces. »« Vous êtes militaire » demanda Réal. « J'étais. »« Unité ?»« Commandement cynotechnique. » Il pâlit. Il connaissait. Des rumeurs. Des chiens capables de détecter des explosifs sous 10 mètres. D'opérer en silence total. Et la dresseuse. Une légende. Un 5e véhicule arriva. Une fourgonnette de vétérinaire. Une femme descendit, téléphone à la main. Elle s'appelait Dr Claire Bastien. « Regardez ça, dit-elle. Des vidéos de vos hommes pénétrant par effraction dans ma clinique. » Réal blêmit. « Vous devriez partir, docteur. »« Non. C'est fédéral désormais. J'ai envoyé les preuves. » Des équipes arrivent. Léonie sourit. « Vos caméras marchent toujours, Marcel ?»« Chaque angle, » confirma le vieux. « Audio aussi. » Réal commença à transpirer. « Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces galeries, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit Léonie. « Et maintenant, eux aussi. » Derrière la station, des formes sortirent de la végétation. Des chiens, énormes, difformes. Des bêtes modifiées. Des yeux fous, des muscles qui tressaillent. Brume et ombre ne bougèrent pas. Pas un son. Prêt. Réal lança un mot. Les monstres foncèrent. Mais les vétérans de Léonie ne réagirent pas par la force brute. Ils glissèrent, esquivèrent, frappèrent avec une précision chirurgicale. En quelques secondes, les bêtes modifiées perdirent toute formation. Confusion. Panique. Les gendarmes sortirent leurs armes. Un autre son retentit. Une alarme aiguë. Et au sommet de la colline, des motos descendirent. Pas des motos de loisirs. Des machines militaires. Les hommes qui les montaient étaient couverts de treillis, leurs écussons masqués par un symbole oublié. Un serpent enroulé autour de 2 lames croisées. La Légion de fer. Ils encerclèrent le périmètre. Pas un mot, pas un cri. De la discipline. Réal regarda Léonie. « Vous pensez que ça s'arrête avec vous ? Ça s'arrête avec la vérité, dit-elle. Et la vérité ne recule pas. » Elle montra les collines. Des véhicules fédéraux approchaient. Hélicoptères en renfort. Brume et ombre revinrent à ses côtés. Calme. Le combat terminé. Claire Bastien parla au téléphone satellite, précise et sans peur. Marcel hocha la tête. Léonie s'avança vers Réal. « Tu pensais que j'étais faible, que mon âge, mon fauteuil, mes chiens faisaient de moi une cible. » Il baissa les yeux. Ce fut sa première reddition. Et la vérité, elle, ne s'en ira pas.